de notre temps. Il est auteur, réalisateur, acteur de ses propres films. Il est drôle, il est triste, il est juste sur l'homme et sa misérable condition. Il a produit des films étourdissants qui enchantent ses fans, qui sont inconditionnels, new-yorkais et plus encore européens et français. Annie Hall, Manhattan, La Rousse pourpre du Caire, Anna et ses sœurs, Crimes et délits, Alice sont des chefs-d'œuvre et ont été des succès incroyables dans le monde entier. Ombres et brouillards, qui sort en France mercredi prochain, 12 février, est un vrai bijou. Woody Allen, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce que vous ne faites jamais, même aux États-Unis, c'est-à-dire de participer à un magazine d'actualité et de commentaires. Il est rare, vous le savez, que 7 sur 7 ne soit pas en direct. C'est le cas ce soir, puisque je suis venue à New York pour cette émission avec Woody Allen, et que cette émission est donc enregistrée ce vendredi 7 février. 7 sur 7 sera votre seule émission en France, Woody Allen, en France où votre film sort, je le disais, en exclusivité mondiale. Qu'est-ce que vous nous trouvez, à nous, Français, pour si bien nous aimer? Je pense que beaucoup d'Américains, et beaucoup de New-Yorkais, ça va de soi, ont toujours eu une vision très romantique des Français. Et moi, je me situe tout à fait en première ligne de ce sentiment. Durant toute mon enfance, jeune homme, et jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai toujours eu une perception merveilleuse de la France et de Paris. C'est presque obligé pour un Américain. Et Alice a été en France un succès extraordinaire, puisque je crois qu'il y a eu presque autant de spectateurs à Paris que dans toute une partie des États-Unis. Oui, je sais. Et je suis profondément reconnaissante de l'accueil que j'ai eu en France toutes ces années. La France a été le premier endroit à accrocher à mes films il y a des années, lorsque j'ai fait Bananas en 1968. Alors, ce film sort à Paris, je disais, mercredi prochain, le 12 février. C'est un film qui n'est pas racontable. Il se passe en noir et blanc, de nuit, dans le brouillard, dans une petite ville d'Europe centrale, autour des années 20 à peu près, où il y a des milices rivales qui cherche un étrangleur dans toute la ville et qui enrôle le personnage que vous jouez, Max Kleinman, et qui ne sait pas quel rôle il joue dans le complot pour arrêter l'étrangleur. Alors, c'est un peu Kafka, c'est un peu Fritz Lang, on retrouve l'atmosphère d'Aime le maudit. Je crois que Gilles Anctil, dans le Nouvel Observateur, qui a fait de vous une très jolie interview cette semaine, disait que ça doit être un de vos... C'est comme si vous avez filmé un de vos cauchemars. Oui, c'est une idée que j'ai eue il y a des années et j'ai écrit une toute petite pièce en un acte pour le théâtre basée sur ce thème. Au fil des années, je me suis dit que ça ferait un film intéressant. En l'écrivant, je me suis rendu compte qu'il fallait que je situe l'action en Europe, à un moment quelconque, vers 1919-1920, et quelque part en Europe, dans un lieu anonyme, parce que l'atmosphère même, la quintessence de ce thème, ne suggère pas les États-Unis. Ça suggère un petit village en Europe. Si cette histoire se passait aux États-Unis, il y aurait du bruit, des voitures, la télé, le FBI, et ça ne recèlerait aucune des possibilités métaphoriques que l'on a en la situant dans une ville européenne, anonyme, et à une époque, elle aussi, très vaguement située. On a l'air de dire que c'est tragique, mais il faut savoir qu'on rit. Hein. On rit dans ce film. C'est à la fois tragique et gai. Je ne sais pas si c'est une comédie tragique ou un drame gai. Je dirais que c'est sans doute une comédie triste. Car durant toutes ces années, ce que j'ai essayé de faire, c'est de combiner les deux de plus en plus et de donner au film plus de dimensions en les faisant comiques et triste et tragique à la fois, si possible. Ce n'est pas facile, et à plusieurs reprises, j'ai échoué lamentablement. Mais quand ça marche, c'est une alchimie dont le public raffole. Ombre et brouillard est avant tout un film comique. C'est un discours comique. Mais comme tous les discours comiques, on peut tout d'un coup basculer vers le revers de la médaille et il devient alors tout à fait terrifiant. Je disais que l'atmosphère est assez kafkaïenne, assez angoissante, et en même temps, le seul lieu chaleureux de ce film, c'est le bordel.
Au fond, pour la première fois, j'ai l'impression que le sexe est joyeux dans vos films et pas synonyme de ratage conjugal. Right, there was intended to be a sharp contrast. Oui, l'intention était bien de faire un contraste très marqué entre la rue froide, vide, brumeuse et dangereuse, et la chaleur à l'intérieur du bordel, où il y a la vitalité, des êtres qui vivent, la sensualité, la bonne chair, l'alcool, la musique. Cela veut être un havre par rapport à tout ce qui nous apparaît comme dur, froid, impitoyable et insupportable dans la vie. Vous l'avez vu combien de fois, ce film, vous-même? Fini, comme ça. Well, because I work on the editing of it. Bien dans la mesure I've seen it même many où j'ai travaillé times. sur le montage, je l'ai vu et revu de multiples fois. With the print, and I'm happy, Mais une fois que j'ai fini, que j'ai satisfied, terminé and et que je the work m'estime is heureux et corrected, satisfait et que then tout I va bien, never see it again. je ne revois jamais mes I have films. not seen any of my films Je n'ai jamais after I revu finished aucun de them, mes films après les avoir to terminés, date, and not jusqu'à since the first aujourd'hui. film I directed was Pas Take the depuis mon Money and premier Run. film, And, qui était Prends l'oseille et that was tire-toi. many years ago, C'était il y a des années, 1967 or something. 1967 ou And quelque chose comme I ça. finished it, I saw it Je l'ai 200 terminé, je l'ai times vu when I was 200 fois au working moins on it. pendant que je But the travaillais day that I dessus, mais du finished jour and gave où it il to est the sorti cinema, en salle, je ne l'ai jamais revu. Et c'est vrai pour tous mes films. Même quand ils repassent à la télévision, vous les regardez pas? Non, je ne les regarde pas, car ça ne peut être que source d'angoisse et de malheur. Je serais obligé de me dire, qu'est-ce que c'est mauvais, et si seulement je pouvais le reprendre et le refaire. Non, il vaut mieux y penser simplement comme un souvenir. Alors, le personnage de Kleinman dans le film, c'est un personnage qui est un peu lâche, un peu médiocre, un peu minable. On a l'impression que vous avez toujours une prédilection pour ce type de personnage. Vous n'aimez pas les héros forts, brillants, pleins de santé, à qui tout réussit. Ça va être les gens que vous détestez, ça. Well, for example, I have American sports heroes. J'ai des héros sportifs américains, mais que vous ne connaissez sans doute pas, et qui pour moi sont de grands héros, parce qu'émotionnellement, ils me touchent en profondeur. Et puis aussi, j'ai une très grande admiration pour le courage comme trait de caractère. Je pense que c'est la qualité la plus importante qui puisse être donnée à un individu. J'ai des héros artistes, mais seulement pour ce qui concerne le domaine artistique. Ce ne sont pas nécessairement pour moi des héros en tant qu'individus, c'est leur travail qui est très admirable. Mais pour moi, les gens qui manifestent un grand courage, par exemple, tous ceux qui ont été détenus comme otages pendant tant d'années, et puis qu'on voit soudain réémerger en manifestant un esprit de clémence et qui paraissent relativement intacts, pour moi, ça relève du miracle, et on ne peut qu'être plein d'admiration pour eux. Oui, si je vous pose la question, c'est parce qu'on a un peu tendance toujours à vous confondre avec les personnages que vous incarnez. Alors on se dit, Woody Allen est dans la vie, est-ce qu'il est timide, est-ce qu'il est pessimiste, est-ce qu'il a peur, et de quoi? Well, I think I'm not exactly the person that Je pense que je ne suis pas exactement le personnage de mes films. Je suis juste une variante un tout petit peu plus ennuyeuse. J'essaye désespérément d'exagérer toutes ces qualités, parce que c'est ennuyeux si ça n'est pas théâtralisé et exagéré. Mais dans la vie, oui, je suis timide, tranquille, et, au fond très proche de ce que je suis dans mes films. Mais c'est moins drôle et moins théâtral, c'est plus fade. Il y a autre chose, c'est que j'arrive jamais à savoir si vous détestez la psychanalyse ou si vous l'aimez. D'une manière générale, je dirais que je l'aime. J'avais toujours espéré qu'elle ferait plus pour moi qu'elle n'a fait. Mais en général, je dois dire que ça a été une expérience positive.
j'aurais tendance à en être partisan. Il y a une biographie qui vient d'être écrite sur vous par Eric Lax, qui va être publiée chez Julliard et qui s'appelle d'ailleurs Woody Allen, tout simplement. Elle a été faite avec votre accord et votre encouragement. Le résultat, ça vous convient? Le personnage tel que vous apparaissez dans ce livre, c'est vous? Il vous plaît? Vous vous reconnaissez? Oui, bien sûr, je me reconnais, sans doute possible. Certains lui ont reproché d'avoir de moi une vision un peu trop hagiographique. Mais moi, je me trouve encore mieux que ça. Je suis encore plus merveilleux. Et je crois qu'il n'a pas réussi tout à fait à appréhender toutes les facettes de mon merveilleux. Moi, je crois qu'il en a trouvé pas mal. Il y a quelque chose qu'on retrouve dans tous vos films, c'est la fascination pour la magie. Alors, dans La Rose pourpre du Caire, il y avait le personnage qui sortait de l'écran. Dans Le complot d'Oedipe, il y avait la mère qui poursuivait son fils à travers le monde. Dans Alice, évidemment, c'est le rêve de l'homme invisible. Et dans Ombres et brouillards, on ne va pas raconter comment ça se termine, mais ça se termine dans l'illusion, dans la magie. Est-ce que ça veut dire que le monde est tellement désespéré qu'on ne peut s'en sortir que comme ça, que dans le rêve, dans la magie? Well, sadly enough, yes. I mean, I do think that hélas, oui. illusion is necessary to life. Je suis convaincu que l'illusion est nécessaire à la vie. Et comme je le dis d'ailleurs dans Ombre et brouillard, je crois que notre seul espoir, c'est le magique. Car sans lui, la vie ne peut paraître que bien triste, dure, impitoyable, blafarde et dénuée de toute signification. La seule chose qui peut parfois la sortir de sa sinistre réalité, ce sont quelques instants de magie qui sont très souvent apportés par un artiste quelconque, un musicien par exemple. Bon, 7 sur 7, c'est une émission d'actualité. Est-ce que vous suivez l'actualité? Est-ce que vous êtes un grand lecteur de journaux? Est-ce que vous regardez les nouvelles à la télévision? Est-ce que vous êtes assez préoccupé par ce qui arrive dans le monde? To a certain degree, I've never felt that. Dans une certaine mesure, oui. Je n'ai jamais considéré cela étant que la réponse clé aux problèmes du monde résidait dans des solutions politiques. Je pense que celles-ci sont temporaires, provisoires. Et je n'ai jamais eu le sentiment que la politique apporterait les solutions aux problèmes humains. Mais je suis effectivement la politique dans une certaine mesure, comme tout New-Yorkais moyen. Alors on va regarder le début de la semaine, dominé en France par les suites politiques du séjour en France de Georges Habache, récit Brigitte Cantor et Alain Badia. Victoire de l'opposition dans le Nord, avec plus de 77% des voix, Marc-Philippe Daubresse, maire CDS de Lambersart, remporte haut la main le second tour de la législative partielle. Après un premier tour marqué par l'effondrement du PS, devancé même par le Front National, tous les partis avaient appelé à voter pour le candidat centriste afin de barrer la route à son rival le péniste. Une mobilisation qui n'a pas empêché ce dernier de progresser encore entre les deux tours, atteignant 22% des suffrages. Frédéric de Klerk et Nelson Mandela à Paris. Ensemble, le président sud-africain et le leader anti-apartheid reçoivent le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Noirs et blancs se partageront-ils bientôt le pouvoir en Afrique du Sud? Déjeunant à l'Élysée, les deux hommes se montrent très optimistes. Selon eux, un gouvernement de transition regroupant toutes les communautés pourrait être mis en place avant la fin de l'année. Il n'y a plus d'affaire Habache. Depuis déjà plusieurs jours, il est rentré chez lui. Alors que, malgré le retour du leader palestinien à Tunis, la tempête politique continue de gronder et que Georgina Dufoy, déjà démissionnaire de l'Élysée, doit abandonner aussi la présidence de la Croix-Rouge, François Mitterrand contre-attaque. Interrogé sur TF1 et Antenne 2, le chef de l'État, fort irrité, dénonce un guet-apens politique et une obsédante campagne de presse. Certes, il le reconnaît, il y a eu une erreur de jugement, mais les responsables ont été sanctionnés, l'affaire est close. Pas question donc pour le président de céder aux désirs de l'opposition, pas plus qu'à ceux de certains socialistes, Michel Rocard en tête, qui demandent l'éviction des ministres concernés. Pourquoi, madame, démissionnerait? Roland Dumas et Philippe Marchand ont déjà fait savoir qu'ils ne partiraient pas,
François Mitterrand confirme qu'il n'y aura ni changement de gouvernement, ni élection anticipée. En revanche, reprenant une suggestion d'Édouard Balladur et Jacques Chirac, il convoque le Parlement en session extraordinaire vendredi, à charge pour l'opposition de déposer une motion de censure et aux socialistes de prendre leurs responsabilités. Woody Allen, vous venez de voir les images de ce qu'on a appelé en France l'affaire Habash. Est-ce que vous en aviez entendu parler ici? Ça a fait beaucoup de bruit, parce qu'en France, ça fait une affaire terrible. Yes, it was in the New York Times. Oui, le New York Times en a parlé aussi, comme d'un événement important. Donc je la connais un petit peu, oui. Et ça ferait toute une histoire ici si un dirigeant palestinien venait se faire soigner? Yes, I think it would. Oui, je crois. La situation est tellement explosive, passionnelle, pour tellement de gens que tout élément de cette nature est susceptible de heurter profondément dans certains milieux. Vous suivez un peu les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Vous avez l'impression qu'il y a un espoir réel de paix, ou bien c'est tellement lointain que c'est un peu désespérant? Je pense que les Palestiniens sont prêts à discuter sérieusement et que beaucoup d'Israéliens sont prêts à le faire aussi. Mais je pense aussi que malheureusement, dans les deux camps, il y a des extrémistes de droite. On l'a toujours su en ce qui concerne le camp palestinien. Mais en Israël, c'est quelque chose qui a grandi et forci au fil des années. Et je ne crois pas que ce soit de l'intérêt bien compris d'Israël. Je me sens beaucoup plus proche des colombes et conciliant. Et mon espoir personnel, c'est qu'Israël arrive à trouver un moyen de permettre aux éléments les plus sains de la société et les plus pacifiques de communiquer avec les éléments palestiniens qui sont eux aussi non violents et qui sont aussi pour une réconciliation. Alors vous avez vu que De Klerk et Mandela étaient à Paris et ils ont déjeuné pour la première fois ensemble, d'ailleurs à la même table à l'Élysée. Vous avez été très sensible à l'apartheid. Vous aviez même, je crois, refusé qu'on projette vos films en Afrique du Sud à une époque. Est-ce que vous autorisez de nouveau vos films à être projetés là-bas? Non, je ne permets pas encore qu'on les projette là-bas. J'aimerais pouvoir le faire un jour, parce qu'il y a sûrement là-bas un public avec lequel j'aimerais communiquer. Mais... Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des progrès quand même, que ça bouge, que ça avance? Oh, absolument. Ça bouge, oui. Mais la situation était tellement atroce là-bas, tellement épouvantable. C'est une telle honte pour le monde entier que cet épouvantable régime raciste et fier de l'être, c'est une horreur. Il y a eu des progrès énormes, mais ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Il faut, je crois, maintenir la pression jusqu'à ce qu'il y ait égalité. Alors, il y a eu des élections partielles en France cette semaine. Alors, évidemment, je ne vais pas vous interroger sur la politique française, mais il y a un parti en France, le Front National, qui a recueilli 22% des voix au second tour dans une élection, c'est-à-dire, en gros, un peu plus d'un électeur sur 5. Vous avez, là aussi, déjà entendu parler de Jean-Marie Le Pen. C'est un nom qui vous dit quelque chose? Oui, aux États-Unis aussi. Nous connaissons l'existence de ce parti et de Le Pen. La seule chose que je peux dire, c'est que de notre point de vue, c'est une honte pour la France. Il représente tout ce qui est odieux, tout comme d'ailleurs une certaine classe politique qui émerge aux États-Unis. Une politique d'extrême droite basée sur l'exclusion, la discrimination raciale. C'est tout ce que le monde civilisé et intelligent s'évertue à éradiquer et à abandonner comme des vestiges d'un passé barbare. Face au racisme et à l'antisémitisme, vous vous sentez comment? Agressif, combatif ou au contraire démuni, paralysé, accablé? Ça déclenche quoi chez vous? Mais d'abord et d'une manière générale, je crois que cela révèle à propos de la condition humaine quelque chose de profondément triste. Parce qu'il n'y avait pas de racisme dans le monde, s'il n'y avait pas de Noirs, pas de Juifs,
bien les gens trouveraient autre chose pour haïr leurs semblables. Ce sont là des étiquettes pratiques et faciles à comprendre. Être un juif, un noir, une minorité. Oui, bien sûr. Oui. C'est quelqu'un qu'on peut facilement identifier et étiqueter comme une personne à haïr, de même que son costume, les traits de caractère qu'on lui prête. Mais si tout le monde est homogénéisé et en tout point semblable, alors à ce moment-là, les gens qui sont droitiers vont se mettre à haïr les gauchers, ceux qui ont les yeux marrons vont haïr les autres, car il y a quelque chose dans le caractère humain qui paraît pousser l'homme inexorablement à exprimer ses frustrations et son impuissance face aux problèmes existentiels et psychologiques du monde par la haine. Dans Ombres et brouillards, il y a une scène qui est à la fois drôle et tragique. En même temps, c'est une scène extraordinaire ça se passe dans une église entre un prêtre et un officier, on ne sait pas si c'est un officier prussien, un officier SS, un gendarme, on ne sait pas. Ils sont en train de dresser une liste. Une liste de suspects, une liste de juifs, une liste, évidemment ça évoque tout ce qui s'est passé en Europe centrale avant avec les pogroms ou pendant la guerre avec les déportations. Et tour à tour, votre héros, ils le mettent sur la liste ou ils le gomment de la liste. C'est vraiment pour vous une des images de l'Europe centrale dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire les déportations, les ghettos, les pogroms, c'est indissociable. On a vraiment l'impression que c'est ça l'image qui revient. Pas nécessairement, c'est un phénomène général. Aux États-Unis, durant le McCarthyisme, on a connu la même chose. Les gens malveillants qui sont au pouvoir dressent toujours des listes de gens qui font tout d'ailleurs pour qu'on enlève leur nom de ces mêmes listes. Parfois, ce n'est pas possible, mais parfois aussi, on peut y arriver en payant quelqu'un, en proposant un pot de vin ou moyennant un service. C'était vrai dans l'Allemagne nazie, c'est vrai aux États-Unis, et c'est vrai de toute civilisation. Il y aura toujours des gens au pouvoir, qu'ils travaillent pour l'Église ou qu'ils travaillent pour les partis politiques, qui auront la possibilité de mettre des gens sur des listes. Et quand on a son nom sur une liste, à certains égards, on est condamné à être ostracisé, voire même à être tué. Alors dans un instant, on va regarder la suite de la semaine avec Boris Yeltsin, la reine Elisabeth et l'Amérique de Woody Allen. À tout de suite. Retour à 7 sur 7 avec le regard de Woody Allen sur l'actualité. Je vous rappelle que cette émission est enregistrée vendredi, nous sommes le 7 février, et que vous la voyez donc 2 jours plus tard et que nous sommes à New York. Woody Allen, il y a 8 jours, est sorti à Paris un film, JFK, où c'est l'enquête sur le meurtre de John Fitzgerald Kennedy. C'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre à Paris et aussi beaucoup d'encre aux États-Unis. Brigitte Cantor et Alain Badia nous disent pourquoi. Pourquoi a-t-on tué Kennedy ? Qui en a profité? Qui a le pouvoir d'étouffer l'affaire? En ouvrant un dossier qui, après 30 ans, continue de hanter l'Amérique, Oliver Stone soulève la tempête. Son film, JFK, démonte point par point la thèse officielle d'un tueur unique. Selon le cinéaste, John Fitzgerald Kennedy a été victime d'un complot militaro-industriel parce qu'il voulait désengager les États-Unis du Vietnam. Hypothèse rocambolesque, peut-être. Reste que dans la plus grande démocratie du monde, 2 citoyens sur 3 estiment qu'on leur a menti sur l'attentat de Dallas. L'ouverture des archives permettra-t-elle d'éclaircir l'une des plus grandes énigmes de l'histoire? Réponse en 2029. Woody Allen, vous vous souvenez de ce 22 novembre 63? Je m'en souviens très bien parce que j'étais en train d'écrire un scénario de film, chose que je n'avais jamais fait auparavant, pour un film qui s'appelait What's New Pussycat. Et j'étais dans une chambre d'hôtel en Californie. Et c'est très intéressant la façon dont ça s'est passé. J'écrivais et puis j'ai allumé la télévision pour faire une toute petite pause. Et ils ont dit qu'on avait tiré sur le président Kennedy et qu'il était dans un état très grave. J'ai regardé pendant 1 minute. Et puis j'ai éteint, et je me suis replongé dans mon scénario et j'ai recommencé à écrire. L'importance et l'énormité de la chose me sont complètement passés à côté.
Et j'en reste stupéfait quand j'y repense. Puis un ami m'a appelé au téléphone, il m'a dit « T'as entendu ce qui vient d'arriver ?» Et c'est là que la réalité a surgi devant mes yeux. Oliver Stone dit « On a consacré plus de temps à attaquer mon film qu'à examiner le résultat de la commission Warren. » Est-ce que... D'abord, vous avez vu ce film? Oui, j'ai vu le film et ça m'a beaucoup diverti. J'ai trouvé que c'était très drôle à voir, parce que l'histoire elle-même est tellement fascinante et tellement intéressante. Et il l'a très très bien mise en scène. C'est un film très très agréable. Est-ce que vous croyez la thèse d'Oliver Stone, c'est-à-dire d'un gigantesque complot? Non, je n'y crois pas. Le fond du film, sur le plan intellectuel, c'est une toute autre histoire. Pour ma part, je ne souscris pas à sa thèse. Et du reste, de très nombreux intellectuels de gauche et progressistes qui sont toujours très portés sur les thèses de complot et qui ont une aversion profonde à l'égard de la droite et de l'establishment, pensent aussi que sur le fond, le film est inexact, fou, illogique. Donc sur le plan intellectuel, je n'ai qu'une piètre opinion du film, mais j'ai trouvé que c'était un film très divertissant et très agréable à regarder, à condition de ne pas le prendre trop au sérieux. Le dernier sujet à la mode ici, c'est le harcèlement sexuel. Alors on a vu toute l'histoire du juge Thomas, d'Edward Kennedy, accusé de harcèlement sexuel. Est-ce qu'on peut encore faire la cour aux femmes dans l'Amérique de 1992 sans que le terrorisme moral ait complètement gagné? Bien, l'Amérique, je crois, a toujours été un pays profondément immature pour tout ce qui touche à la sexualité. Toujours. Et c'est la même chose dans toutes ces affaires. Bien sûr qu'on peut faire la cour aux femmes. Mais je crois que la grande mode aux États-Unis aujourd'hui, c'est d'accuser les gens célèbres d'escapades sexuelles. C'est le cas de Bill Clinton, le candidat démocrate. Oui, Bill Clinton, Mike Tyson, Clarence Thomas. Kennedy, parce qu'au plus profond, ils savent que le sexe est synonyme de très grande immaturité adolescente pour les Américains. Un homme peut parfaitement avoir une aventure avec une femme tout en étant un professionnel très compétent ou un homme politique très compétent, mais les gens vont le lui reprocher parce qu'il y a une espèce de morale hypocrite qui pénètre toute discussion sexuelle aux États-Unis. On peut être président des États-Unis et avoir trompé sa femme quand même. Je crois que ce serait très très difficile. Ce jour viendra peut-être, parce que le public commence à se fatiguer de ces perpétuelles histoires de harcèlement sexuel et d'histoires d'alcôve de personnages publics. Mais je ne crois pas que ce serait possible aujourd'hui. Alors, quand on vient de France, quand on vient d'Europe, et qu'on arrive à New York, on est frappé quand même par une ville dégradée, par des problèmes de pauvreté énormes, par des problèmes de criminalité, par une société à 2, à 3, à 4 vitesses. Où est le rêve américain? Et où est le rêve New York, symbole du rêve américain? Est-ce que c'est complètement disparu? Bien, je dirais ceci, New York a vécu des moments difficiles. Les États-Unis, comme vous savez, ont essuyé la malédiction d'une désastreuse direction politique pendant des années. Ça a commencé avec Nixon, certainement, et ça a atteint le pire, sans aucun doute, avec Ronald Reagan. Toutes les attentions du gouvernement se détournaient des villes, des grandes villes, parce que les grandes villes sont les dépositaires de la culture et de l'éducation, et menacent ce genre de politiciens arriérés. De sorte que lorsque les Reagan et les Bush arrivent au pouvoir, ils négligent les villes, ils cherchent à les affaiblir, à les dégrader. Ils n'ont aucune sympathie pour elles parce qu'elles ne les soutiennent pas. Parce que
les masses intelligentes et éduquées des villes ne réagissent pas bien à leur égard. Vous n'aimez pas toujours l'image que l'Amérique donne au monde. Vous dites quelquefois, c'est dommage que la seule chose qu'on puisse exporter, c'est notre télévision, c'est quelquefois des films qui ne sont pas les meilleurs et le Coca-Cola. C'est un peu cette image de l'Amérique qu'elle montre au monde que vous n'aimez pas trop. Oui, c'est vrai. Et je crois qu'une des choses dont l'Europe doit s'inquiéter, c'est de ne pas embrasser ce qu'il y a de pire dans la culture américaine. J'espère que c'est la culture européenne qui pourra influencer les États-Unis comme cela a été le cas par le passé, et ce serait magnifique. Et si le meilleur de la culture américaine influence la culture européenne, ce sera formidable. Mais ce que vous avez, c'est des McDonald's sur les Champs-Élysées. Et ça, c'est vraiment très, très triste. Ça fait mal au cœur de voir ça, parce que c'est un fléau ici, et c'est un fléau à Paris. Alors, fin de la semaine, avec les 40 ans de règne de la reine Elisabeth, l'ouverture des Jeux Olympiques et la visite de Boris Yeltsin en France, Brigitte Cantor et Alain Badia. Tapis rouge pour Boris Yeltsin. Garde républicain, dîner de gala au Petit Trianon, réception chez tous les hauts personnages de l'État et de la capitale. Oubliez l'accueil à la Sauvette d'avril dernier. Cette fois, la France déploie tous ses fastes pour accueillir celui qui, entre-temps, est devenu le président élu de la Russie. Digne héritier de Mikhaïl Gorbatchev, Boris Yeltsin lance un dramatique appel à l'aide, brandissant la menace de dictature en cas d'échec des réformes. SOS entendu, le président russe repart, fort d'un crédit de 3,5 milliards de francs, d'un traité d'amitié franco-russe et d'une reconnaissance internationale confirmée. Le 6 février 1952, Élisabeth II succède à son père George VI sur le trône britannique. 40 ans de règne et 65% d'opinion favorable, qui dit mieux? Malgré les frasques princières et les considérations mesquines de ceux qui voudraient assujettir la reine à l'impôt, la monarchie en Angleterre se porte bien. La souveraine aussi, comme en témoignent ces images tournées par la BBC. Alors, si God Save the Queen, rendez-vous dans 10 ans pour le Jubilé d'or. Le traité de Maastricht est signé. Les ministres des Affaires étrangères des 12 paraphent solennellement les 320 pages du document négocié en décembre dernier. Création d'une citoyenneté européenne, monnaie unique, amorce d'une politique étrangère et de sécurité commune. En janvier 1993, la vieille communauté économique européenne cédera la place à l'Union européenne, nouvelle étape du processus d'intégration lancé il y a 40 ans. Le traité doit maintenant être ratifié par les 12 parlements nationaux. La tension monte en Algérie. À Batna, dans les Aurès, les affrontements qui opposent depuis plusieurs jours militants islamistes et forces de l'ordre ont fait 13 morts selon les autorités, 20 selon le fils qui parle de carnage. À l'occasion de la grande prière du vendredi, les violences gagnent plusieurs autres villes, une dizaine de nouvelles victimes à la clé. Le fils, qui jusqu'ici opposait un profil bas au coup répété du pouvoir, durcit le ton. Il réclame le boycott du nouveau gouvernement par la communauté internationale et maintient, malgré l'interdiction, son appel à une grande manifestation vendredi prochain. Un défi auquel l'armée semble tout aussi déterminée à faire face. Monsieur Habash est reparti. Georges Habash est parti, le monde continue de tourner et le gouvernement de travailler. Tel est le message d'Édith Cresson lors d'une session du Parlement qui n'a d'extraordinaire que le nom. Comme prévu, le Premier ministre n'apporte pas d'éléments nouveaux sur les faits, préférant défendre non sans punch le bilan de la gauche, histoire de resserrer les rangs socialistes. Comme prévu, l'opposition dépose une motion de censure qui sera discutée mardi, sans aucune chance d'aboutir, puisque, comme prévu, les communistes ne la voteront pas. Coupable ou martyr de la justice, la cour d'assises du Gard a tranché. Luc Tangor est condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le viol de 2 étudiantes américaines. Des circonstances atténuantes lui ont cependant été reconnues. Déjà condamné pour des faits similaires, le jeune homme, devenu symbole de l'innocence bafouée, avait été gracié en 88 avant d'être à nouveau arrêté quelques mois plus tard. Luc Tangor nie toujours, mais ni ses proclamations d'innocence, ni l'alibi fourni par ses parents, ni les efforts de ses 5 avocats n'ont convaincu les jurés, et les rangs si serrés autrefois de son comité de soutien semblent aujourd'hui bien clairsemés. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville.
célébrant les 16e Jeux Olympiques d'hiver. C'est parti! La fête commence avec Michel Platini dans le rôle du dernier porteur de flammes et une cérémonie d'ouverture aussi flamboyante et magique que promis. Place maintenant à 15 jours de glisse non-stop, 2300 athlètes pour 171 médailles. La France espère bien en rafler une dizaine. Et ça démarre bien. Cet après-midi à Val d'Isère, Franck Picard décroche la médaille d'argent dans la descente homme, épreuve reine des Jeux. Médaille d'or, l'Autrichien Patrick Ortlieb. Alors, les images des Jeux Olympiques, vous disiez tout à l'heure que vous aviez des grands héros sportifs. Vous allez regarder les Jeux Olympiques à la télévision, vous êtes passionné? Lorsque je regarde des événements sportifs, je me dis parfois, à des moments de très grande intensité, que c'est tout ce qu'un grand dramaturge, au fond, rêve de créer au théâtre, ce genre d'instant, et auquel il ne parvient pratiquement jamais, ni au cinéma, ni au théâtre, nulle part. Alors qu'en sport, on ne crée pas seulement, on vit une sorte de drame unique et plus puissant que n'importe quoi d'autre. C'est comme la musique, c'est tout aussi fondamental. Alors vous faites le rapport de manière très lyrique et très jolie entre le sport et la musique. La musique, ça c'est une grande part de votre vie. Vous continuez à aller jouer de la clarinette tous les lundis soirs dans un bar de New York? Yes, I'm a jazz, an amateur. Oui, je suis un amateur enthousiaste de jazz. Je ne suis pas un très bon clarinettiste, mais j'ai grandi dans l'amour du jazz Nouvelle-Orléans. J'aime toutes les musiques, mais celle-là tout particulièrement. Je joue mal de la clarinette, mais je le fais avec des amis. Je ne me fais pas payer, je fais ça tranquillement, je joue pour mon plaisir, sans faire de mal à personne. Il n'y a rien à redire. Alors, Boris Yeltsin était à Paris cette semaine, il était à New York il y a 8 jours, aux Nations Unies. Yeltsin, Gorbatchev, vous avez suivi, bien sûr, j'imagine, tout ce qui s'est passé cette année dans l'ex-Union soviétique. En Europe, il y a une sorte de nostalgie de Gorbatchev. Est-ce que vous l'avez beaucoup aimé, vous aussi? C'était très difficile de ne pas aimer Gorbatchev, parce que durant des dizaines et des dizaines d'années, nous avons eu des dirigeants russes vieux et froids, qui paraissaient étaient d'ailleurs à couteau tiré avec les dirigeants américains, des hommes rébarbatifs. Et puis soudain est arrivé un souffle d'air frais avec Gorbatchev. Il s'est promené dans les rues de New York, est sorti de sa voiture, a parlé aux gens, leur a serré la main. Ça n'avait plus rien à voir. Boris Yeltsin a semé pas mal d'inquiétudes hier à Paris en disant si vous ne nous aidez pas, nous risquons une dictature, fût-elle rouge ou brune. On a un sentiment, vous avez ce sentiment d'instabilité extraordinaire de l'ex-Union soviétique, d'inquiétude? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de vrai. Car notre époque, et j'ai été très critique à l'égard de nos dirigeants ici, notre époque, je crois, exige qu'on fasse preuve d'imagination et de générosité. Il change là-bas, c'est incontestable. Et il y a toujours beaucoup d'anxiété, d'angoisse en période de changement, beaucoup d'insécurité, de tensions et de problèmes. Et le reste du monde ne peut que profiter d'un élan de générosité, d'appui et d'aide pour qu'ils deviennent une société ouverte et démocratique. Et dans la mesure où on leur rendra le chemin difficile, on risque de les voir sombrer dans un état policier ou de voir les démagogues prendre le pouvoir. En France, il commence à y avoir, comme en Amérique, un très fort taux d'abstention. Les gens se dérangent moins pour aller voter. Vous votez vous-même? Vous pensez que c'est important de s'exprimer quand on a la chance d'être dans un pays libre qui vous laisse le droit de vote? Est-ce que vous en faites bon usage? Est-ce que vous dites qu'il faut aller porter son bulletin de vote? Ou est-ce que vous êtes comme beaucoup d'Américains et que vous vous abstenez? J'ai fait les deux. Le plus souvent, je vote parce que c'est facile. Mais il est incontestable que dans un pays comme les États-Unis, dans tout pays sans doute, mais en tout cas aux États-Unis, on ressent profondément un sentiment d'impuissance individuelle. C'est très difficile de surmonter l'idée « Oh, mon vote ne compte pas », car il y a un tel gouffre entre glisser son enveloppe dans l'urne et le lien avec le résultat de cette enveloppe
C'est très difficile, donc il faut se dire en permanence, c'est important de voter. Et d'ailleurs, le plus souvent, j'ai voté. Mais il y a eu des cas où je ne l'ai pas fait, par paresse, ou parce que celui pour lequel je voulais voter était sûr de gagner ou sûr de perdre. Et c'est évidemment une mauvaise habitude. Je voyais hier soir Barbara Streisand à CNN et elle disait « Je suis prête à m'engager, moi, dans la campagne, prête à s'engager du côté démocrate. » Elle a toujours été assez participante aux campagnes électorales démocrates. Elle disait qu'elle n'aimait pas George Bush. Vous n'êtes pas vous-même un artiste engagé. Je crois que vous avez dit une fois que vous n'aimiez pas beaucoup Reagan, que vous n'aimez pas beaucoup Bush, mais vous n'êtes pas engagé vous-même dans le combat politique. Oh non, non, I have committed myself. Au contraire, je me suis engagé souvent, presque toujours d'ailleurs pour des causes perdues. Quand j'étais jeune, il y a très longtemps, j'ai milité pour Adlai Stevenson et il a perdu. J'ai milité pour Jimmy Carter, j'ai milité pour Lyndon Johnson contre Barry Goldwater, j'ai milité pour Dukakis contre Bush. Et la prochaine fois? Et la prochaine fois? La prochaine fois, je militerai, il n'y a pas de doute, pour quiconque se présentera contre George Bush. Je pense que si les États-Unis avaient un extraordinaire candidat démocrate, ils gagneraient. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Il y a beaucoup de figures sans relief ni charisme. N'importe lequel de ceux-ci serait préférable à Bush. Mais les démocrates n'ont pas un seul leader charismatique à opposer. Sinon, ils gagneraient. Car le pays est dans une telle situation financière. Et quand un pays est dans une mauvaise situation financière, et quand les électeurs en ressentent le malaise, là, on peut espérer un changement de gouvernement. Un dernier mot, Woody Allen. On a l'impression, quand vous parliez tout à l'heure du manque d'action directe des citoyens sur la politique, que vous rejoignez tout un certain nombre de gens qui aujourd'hui pensent que l'écologie est un autre moyen de combattre. Il y a une grande vogue en Europe pour l'écologie, en Amérique aussi. Est-ce que vous vous sentez écolo, comme on dit chez nous? Au fond de mon cœur, oui, je le pense. Je pense que les Verts, c'est vraiment quelque chose de formidable. Là aussi, l'usage abusif du monde, de multiples façons, a aussi été caractéristique des dernières présidences. L'abandon de magnifiques ressources américaines aux intérêts commerciaux a été un désastre. Et je pense que les partis qui défendent l'environnement, les partis écologiques, ont le cœur où il faut, incontestablement, par rapport à des questions d'une importance vraiment capitale. Woody Allen, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission 7 sur 7 au nom de toute mon équipe et en mon nom, je vous remercie infiniment. Je rappelle que votre film Ombres et brouillards sort à Paris mercredi prochain. C'est un très beau film qu'il faut aller le voir et je suis sûre que les Français vous réserveront l'accueil qu'ils ont l'habitude de vous réserver. Merci beaucoup. Dimanche prochain, retour en France où je recevrai Charles Pasqua puisque le 7 sur 7 où il était invité il y a 2 semaines avait été annulé pour cause de match de foot. Dans un instant, le journal de 20h de Claire Chazal. Merci à tous. Bonsoir.